Bonjour à tous et bienvenue enfin dans une nouvelle vidéo. Cette saison, on a deux constantes à chaque Grand Prix. D'un côté, Red Bull gagne à la fin, et de l'autre, on a une pénalité qui fait beaucoup parler. Ocon à Bahreïn, Alonso à Jeddah et Carlos Sainz en Australie. Malheureusement, ce souci d'arbitrage ne date pas de cette saison, je dirais même qu'il est inhérent au sport, on le voit par exemple dans le foot, donc je voulais ensemble aujourd'hui qu'on fasse un point sur ce que dit clairement le règlement vis-à-vis des pénalités, afin qu'on ait tous la même base et qu'on voit quelle zone d'ombre cela peut soulever. On est parti. Pour démarrer, j'ai fait un truc très simple, j'ai épluché les 122 pages du règlement sportif où j'ai rencontré 59 fois le mot pénalité. Cela va me permettre de vous donner l'ensemble des cas dans lesquels un pilote peut être pénalisé, comme ça tout le monde saura un petit peu ce qui est possible ou non en Formule 1, et je dis bien peut être pénalisé car à chaque fois il est précisé que c'est à la direction des stewards, ça on y viendra dans un deuxième temps. On démarre par un cas qu'on a déjà vu donc deux fois cette saison, être mal placé sur son emplacement de départ. On n'a logiquement pas le droit d'être trop avancé, trop en avance, sinon c'est de la triche. Et en Australie, grâce à Verstappen, on a pu voir que ce qui comptait, c'était le contact avec la ligne blanche, pas la ligne jaune qui elle n'est qu'un repère visuel pour les pilotes qui les aide à se placer, parce qu'évidemment, comme les fins sont grosses, ils ne voient pas sous leur roue. Et depuis cette année, on n'a pas le droit non plus de dépasser sur les côtés. Avant, on voyait des pilotes qui se pointaient vraiment vers d'autres sur la ligne. On souhaite désormais l'éviter. Je pense que c'est pour éviter toute petite mauvaise manœuvre au niveau du départ. Alonso et Ocon se sont donc fait prendre là-dessus cette saison, et vu que voilà, les fins sont grosses, on l'a dit, on a élargi les box de 20 cm pour que les pilotes aient plus de marge. Ces deux cas nous ont aussi montré qu'on pouvait mal servir une pénalité, c'est-à-dire toucher à la voiture avant que le temps de pénalité ait été servi lors des stands, et du coup ça vaut une autre pénalité, souvent on la double, mais c'est pas précisément écrit. Puisqu'on est sur les départs, on n'a évidemment pas le droit de partir avant l'extinction des feux, c'est logique, ça c'est mesuré par un capteur dans le sol sous les roues qui dit si le pilote a eu un temps de réaction en avance jugé logique ou jugé illogique. Et il y a tout un tas de règles, notamment dans le tour de formation, où par exemple les ingénieurs et les pilotes n'ont pas le droit de communiquer, ça c'est interdit. Autre objet de pénalisation, un pilote peut accumuler un certain nombre de réprimandes. Vous savez, ce sont des petits avertissements officiels qu'on donne souvent pour des gênes ou des mauvaises conduites, mais souvent lors des essais ou des qualifications. Par exemple, tu as bloqué quelqu'un qui était sur un tour lancé. Et donc si un pilote en accumule 5, dont 4 pour un mauvais comportement sur la piste, eh bien il y perd 10 places sur la grille de départ, c'est une pénalité. On a aussi les limites de piste, au bout de 3 écarts au-delà de la limite en course, on prend 5 secondes, et au bout de 5 écarts, on en reprend 10, c'est en tout cas ce qu'a subi Hülkenberg à Bahreïn. Beaucoup de règles également sur les pneus, si on n'a pas ceux qui sont certifiés et autorisés par la FIA, si jamais on ne fait pas l'arrêt obligatoire pour changer de composé lors d'une course, si jamais on ne met pas les pneus pluie alors que la direction l'exige, comme par exemple à Suzuka l'an dernier, eh bien dans tout ce genre de cas où on ne respecte pas, on s'expose logiquement à une pénalité. Il faut aussi que les pneus soient montés sur la voiture 5 minutes au moins avant le départ de la course, avant l'extinction des feux pour le tour de formation. Et si ce n'est pas fait, eh ben vous devez partir des stands. C'est ce qui est arrivé à Vettel à Imola en 2021. Ouvrons à présent le chapitre des pénalités moteurs. Chaque voiture a droit à un nombre limité de pièces. 3 Internal Combustion Engine, 3 MGUH, 3 turbos, 2 Energy Store, 2 contrôles électroniques, 3 MGUK et 8 Engine Exhaust System. Si jamais on a besoin d'une pièce de plus, par exemple un 4e MGUK, eh bien on prend 10 places de pénalité sur la grille, et après, pour le 5e ou le 6e MGUK, c'est 5 places à chaque fois qu'on en prend un nouveau. Voilà, vous avez compris le principe, on voit souvent des pénalités pour ce genre de cas dans la deuxième partie de saison, à part quand on s'appelle Ferrari et qu'on en prend dès la deuxième course. Dans ce style-là, on a aussi la boîte de vitesse, pas plus de 4 par saison, et c'est 5 places à chaque dépassement. On continue avec une série de choses interdites dans les stands que je vous ai sélectionnées. Évidemment, un excès de vitesse, les pit lanes sont limités à 80 ou à 60 km/h selon le circuit. C'est 100 € d'amende par km/h au-dessus de la limite autorisée, avec un maximum à 1000 € de pénalité. Et si jamais un pilote a un excès de vitesse dans les stands pendant la course, c'est à la discrétion des stewards d'estimer s'il a gagné du temps et donc lui mettre une pénalité.
Ocon, il avait dépassé de 0,4 km/h, je crois, du côté de Bahreïn. On lui a mis 5 ou 10 secondes, je sais plus. Attention également aux unsafe release, chaque voiture doit être relâchée du pit stop avec maîtrise, et évidemment on ne peut pas rentrer dans la pit lane quand elle est fermée, comme c'est marqué sur les panneaux avec une croix rouge, et comme Hamilton l'avait fait à Monza en 2020, Pierre et nous on s'en souvient. Il est également interdit de doubler un concurrent sous safety car ou lors d'un tour de formation, ça paraît logique, à moins que celui-ci soit en perdition et le moteur qui est explosé ou soit dans le bac à gravier. Si jamais on a doublé quelqu'un de manière illégale dans le tour de formation ou qu'on s'est fait doubler et qu'ensuite on veut reprendre sa place, il faut que tout soit dans l'ordre avant la ligne de safety car qui se trouve en fin de circuit. Si jamais on dépasse cette ligne et qu'on n'est pas à la bonne position, on doit absolument partir des stands, sinon c'est une très lourde pénalité. On arrive doucement à la fin de cette petite liste où je ne vous ai pas tout mis, ce n'est pas exhaustif, notamment car la F1 fourmille de cas différents, donc je pense qu'on les abordera si jamais ils se produisent dans la réalité et qu'ils sont un petit peu incongrus. On sort également à un petit problème, c'est que tout n'est pas décrit. On s'applique à poser des bases, une procédure, il faut mettre l'aileron avant 10 minutes avant le départ, mais bien souvent on ne dit pas ce qui se passe si on ne respecte pas. Que se passe-t-il si l'aileron avant n'est pas en place dans le temps donné? On ne sait pas. Par exemple, il va sans dire que ne pas écouter toute consigne de la direction de course, c'est passible d'une pénalité, mais personne ne l'écrit. Par exemple, les essais de départ en Formule 1 doivent être faits à une position très spécifique à la sortie des stands. Hamilton en Russie en 2021, il l'a fait au mauvais endroit, il a été pénalisé, mais il n'y avait rien marqué clairement dans le règlement comme pénalité. Enfin bref, c'est seulement maintenant qu'on en arrive aux pénalités pour les agissements, pour les faits de course. Et oui, ce n'est pas la seule raison pour laquelle un pilote peut être pénalisé, loin de là. Et pour savoir comment juger tout ça, il faut regarder un autre règlement, ça s'appelle le Code sportif de la FIA, et en gros, il régit les comportements dans toutes ces catégories, notamment au travers de l'impendice L et de son chapitre 4 sur le code de conduite sur un circuit. C'est toujours là qu'il faut se référer. C'est là par exemple qu'on nous dit, je cite, « Le dépassement, compte tenu des possibilités du moment, peut s'effectuer sur la droite ou sur la gauche. Un seul changement de direction pour défendre une position est autorisé. Tout pilote revenant vers la trajectoire de course après avoir défendu sa position hors trajectoire devrait laisser au moins une largeur de voiture entre sa propre voiture et le bord de la piste à l'approche du virage, etc. etc. » C'est là-dessus qu'on se base pour juger tous les faits de course. Et c'est généralement les faits de course qui font débat, donc je vous invite à aller lire ce règlement, à le garder précieusement et à le ressortir en cas de controverse. Évidemment, le lien est en description. Mais alors justement, on a vu tout ce que dit le règlement, mais à chaque fois on nous dit que ce sera à la discrétion des stewards pour pénaliser. Stewards en gros c'est les commissaires, les juges. Deux questions, qui sont-ils et quels moyens ont-ils pour pénaliser les pilotes? Alors déjà, c'est très important et pourtant l'amalgame est faite tout le temps. Il ne faut pas confondre les commissaires, les stewards, avec Niels Wittich, qui est le directeur de course, celui qui a remplacé Michael Masi. Lui, il est chargé de faire appliquer les règlements et de surveiller le bon du relais du week-end au global, pas de juger les incidents. En gros, c'est lui qui chapeaute, mais c'est pas lui qui juge. En fait, à chaque Grand Prix, 4 stewards sont nommés, c'est eux qui vont tout décider au niveau des faits de course. Généralement, on a 3 experts du règlement, un ancien pilote, et parmi les 3 experts du règlement, on a un local de l'étape. Par exemple, en Australie, on avait Christopher McMahon, steward de la supercar australienne, qui avait été récompensé comme étant le meilleur du monde en 2022. Il y avait aussi Nis Chitty, un steward de la FIA et membre de la Cour d'appel internationale de la FIA, et Loïc Baclen, un steward officiel de la F3. Il y a une petite team comme ça qui tourne, c'est quasiment toujours les mêmes, ils doivent être 10 ou 15, et selon leur disponibilité, c'est eux qui jugent ou pas. Et donc ils sont accompagnés par un pilote qui est là pour apporter le ressenti piste, ce qu'un pilote a pu penser, a pu vouloir faire. Cette saison, on a eu Derek Warwick, qui a 146 Grands Prix au compteur entre 81 et 93, avec Arrows, Lotus ou Renault par exemple. Et on a eu Enrique Bernoldi, brésilien, 31 courses entre 2000 et 2002 avec Arrows. Alors vous allez me dire, c'est pas les plus grands noms, mais on s'en fiche, ça reste des mecs qui ont couru en Formule 1 et qui sont du coup 1 milliard de fois plus à même que nous de juger ce qui se passe. Et voilà, généralement ça tourne, on a aussi du Vitantonio Liuzzi, la bonne époque, les bons souvenirs, Mika Salo, Emanuele Pirro, Yannick Delmas ou encore Tom Christensen. J'ai fait un peu le tour depuis 2021, ce sont les 6-7 pilotes qui sont toujours là.
En fait, leur travail est à la fois super simple sur la forme et super compliqué dans le fond. En fait, ils relèvent les incidents qu'ils jugent susceptibles de mériter une pénalité. C'est donc ça les fameux incident noted qu'on voit en haut de l'écran lors des courses. Et ensuite, ils regardent ce que dit le code sportif vis-à-vis de cette action et ils interprètent l'incident en fonction de leur lecture du code et de leur vision de l'événement. Et après nos stewards, ils vont publier un document officiel qui appuie, on va dire, juridiquement leur décision et dans laquelle ils vont aussi justifier leur choix par écrit avec des arguments. C'est toujours ultra intéressant de lire ce passage pour mieux comprendre la pénalité. Par exemple, pour Sainz en Australie, ils ont estimé que, je cite, il était complètement à blâmer, qu'il avait suffisamment d'espace pour éviter la collision, mais qu'il ne l'a pas fait, etc. Alors justement, pour pénaliser nos experts, ils ont plusieurs armes dans leur arsenal. D'abord, il y a les 5 secondes de pénalité. Elles sont à purger au cours du prochain arrêt où la voiture s'immobilisera pendant 5 secondes. Personne ne devra la toucher. Ça peut être fait lors d'une période de safety car ou de virtual safety car. C'est ce qu'a fait notamment Alonso à Jeddah. Si jamais on n'a pas fait la pénalité entre l'annonce de la pénalité et la fin de la course, pas de problème, on rajoutera 5 secondes au temps total de course du pilote, ce qui pourra peut-être lui faire perdre des positions. C'est ce qui est arrivé par exemple à Ricciardo en Russie en 2020, 5 secondes. Ok, I'll try faster. Ensuite on a les 10 secondes de pénalité, exactement pareil que les 5 secondes, sauf que c'est 10, et le dernier cas en date c'est encore notre Daniel Ricciardo qui en a pris 10 pour son accrochage avec Tsunoda au Mexique. Ensuite, on a le drive-through, c'est le fait de traverser la ligne des stands, la fast lane, sans pouvoir s'arrêter pour changer les pneus. C'est extrêmement pénalisant évidemment parce que vous allez beaucoup plus vite sur la ligne droite, vous perdez en gros une vingtaine de secondes. Ça, c'est à faire dans les 3 tours après qu'on vous ait annoncé la pénalité. Vous ne pouvez pas le purger sous une safety car ou une virtual safety car. Et si jamais vous ne l'avez pas purgé, vous n'avez pas pu le purger avant l'arrivée de la course, eh bien on vous rajoutera 20 secondes sur votre temps total de course. Les 10 secondes de stop and go maintenant, c'est un petit peu comme les 10 secondes normales, vous rentrez au stand et vous immobilisez pendant 10 secondes, sauf que là derrière, on n'a pas le droit de vous changer les pneus ou d'ajuster un aileron. C'est très pénalisant, vous perdez en gros 30-40 secondes selon les circuits, et en plus, vous ne pouvez pas avoir bénéficié d'un arrêt. C'est très dur. Ça aussi, c'est à faire dans les 3 tours, ça ne se purge pas sous safety car ou sur virtual safety car. Et si c'est décidé après la course ou que vous ne l'avez pas purgé, c'est 30 secondes en plus sur le temps total. C'est ce qu'avait subi Kimi Räikkönen à Imola en 2021, c'est je crois le dernier exemple en date. Les commissaires peuvent aussi enlever des places sur la grille à un pilote, le faire reculer. On a vu ça pour les changements de pièces moteurs, mais c'est aussi souvent utilisé pour un non-respect des drapeaux jaunes. Par exemple, je pense à ce qui s'était passé dans la qualif du côté du Qatar en 2021, ou alors c'est pour des faits survenus lors des essais, pour des réprimandes, ou bien lorsqu'on n'a pas pu pénaliser un pilote lors d'une course parce qu'il a abandonné, et donc du coup on veut quand même que sa pénalité veuille dire quelque chose. Dernier exemple en date, il me semble, Ricciardo, 3 places sur la grille à Abu Dhabi l'an dernier pour avoir accroché Magnussen au départ du Grand Prix du Brésil la semaine d'avant. On a donc les réprimandes, j'en ai parlé tout à l'heure, ça généralement c'est pour des faits mineurs, ça va être, voilà, vous avez gêné un pilote lors d'un essai, etc. Mais c'est l'accumulation de ces réprimandes qui peut devenir dérangeant. N'oublions pas également les drapeaux, les commissaires peuvent les agiter ou demander à les agiter plutôt afin de faire réagir le pilote. Noir et orange, c'est pour l'avertir qu'il doit passer au stand parce qu'il a un souci, comme Magnussen par exemple au Canada l'an dernier qu'on a obligé à changer son aileron. On a aussi le drapeau noir et blanc, là c'est pour prévenir un pilote qu'il a un mauvais comportement en piste et qu'il ne doit plus le reproduire. C'est un petit peu le nouveau carton jaune de la Formule 1, c'est dire ok t'as zigzagué dans la ligne droite, on t'a vu, carton jaune, le refais plus. Voilà. Certains n'aiment pas cette méthode, moi je trouve qu'elle permet souvent de régler un conflit de manière assez simple sans avoir à imposer quelque chose de lourd. Mais le côté négatif, c'est que du coup, les pilotes ont parfois un petit joker. Ils savent qu'ils peuvent le faire une fois. Et c'est pas top. Et enfin, si on va tout au bout de l'arsenal, les commissaires peuvent disqualifier un pilote d'un Grand Prix. Concrètement, hormis pour des raisons techniques, genre le débitmètre ou l'essence qui manque à la fin de la course, comme Vettel en Hongrie il y a quelques années, ça se fait très rarement pour un comportement sportif. Je suis un peu remonté dans l'histoire, j'ai pu citer Jacques Villeneuve au Japon en 97, qui n'avait pas respecté les drapeaux jaunes, boum, disqualifié. Voilà. Et après, il y a la pièce suprême, la suspension d'un Grand Prix.
C'est arrivé à Romain Grosjean en 2012. Il avait été jugé responsable de l'énorme carton au départ à Spa et du coup, il avait manqué Monza. Voilà les moyens mis à disposition des commissaires. Maintenant qu'on a fait un gros tour réglementaire, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre plus, ceux qui ne connaissaient pas bien ces questions, ou au moins de remettre un petit peu les choses dans un certain ordre, dans un certain contexte. Eh bien, j'ai 5 questions, 5 débats à poser sur la table, à commencer par la question de ce fameux code sportif. Est-ce qu'il décrit suffisamment bien l'ensemble des faits de course possibles? C'est une question très ouverte, je vous laisse en débattre dans les commentaires, notamment après avoir lu ce fameux code sportif. En tout cas, personnellement, après m'être beaucoup documenté pour faire cette vidéo, j'ai le sentiment que souvent on ne décrit pas la totalité des faits pouvant se produire, et souvent pas assez précisément. Surtout, ce qui me gêne, c'est que souvent on repose sur des trucs non écrits ou sur des corollaires. En gros, on sait ce qui se passe si on fait A, mais on ne sait pas ce qui se passe si on fait pas A. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est les opposés, les contraires qui dictent le règlement au lieu d'une phrase claire. Voilà, le code sportif, c'est un gros débat. Est-ce qu'il est assez clair? Est-ce qu'on est d'accord avec toutes les lignes? Ça fait partie clairement des réflexions qui posent le plus problème sur la question de l'arbitrage. Deuxième débat, et pour moi c'est vraiment le principal, et j'ai un petit peu halluciné souvent en lisant le règlement, c'est qu'il y a un manque de clarté sur la pénalité à utiliser. Tout le long du règlement, on lit qu'on pourra mettre une pénalité à la discrétion des stewards, et non pas X infraction égale Y pénalité. Vous ne mettez pas l'aileron, c'est 5 secondes. Vous rentrez dans les stands à tel moment, c'est 10 secondes. Non. Vous rentrez dans les stands à tel moment, c'est interdit, vous aurez une pénalité. Oui, mais laquelle? Et du coup, comment on va trancher entre mettre un drive-thru ou 10 secondes de stop and go, entre 5 et 10 secondes, ou alors mettre une pénalité sur la grille du prochain départ? Il y a un petit côté aléatoire, il y a un petit côté bonheur la chance pour les pilotes, il y a un petit côté ça dépend selon les stewards de ce week-end par rapport à un autre week-end, et du coup ça donne un petit côté dérangeant. C'est la porte ouverte au manque de constance dans les décisions, et ça donne une part énorme au précédent. Par exemple, on se dit ça, généralement c'est 5 secondes de pénalité, sauf qu'on l'a marqué nulle part. Exemple cette saison, Alonso et Ocon ont pris 5 secondes pour mal respecter l'emplacement de départ. Ok top, mais c'est marqué nulle part que la pénalité c'est 5 secondes. Maintenant, je pense que ce sera pareil pour tout le monde, mais qui en a décidé? Je sais pas. Donc je trouve que parfois, ce règlement, qui pourtant est assez long, ne va pas vraiment au bout des choses, ne dit pas jusqu'au bout la conséquence de telle ou telle action. Ça peut aussi poser la question de avons-nous un arsenal de pénalités suffisamment lourd et varié pour les différentes situations? Mais là pour le coup, personnellement j'ai envie de répondre oui. De 5 secondes à un stop and go en passant par les drapeaux, la suspension, etc. Je pense qu'il y a largement de quoi faire, surtout quand on voit que dans l'histoire, il y a eu des périodes où il n'y avait aucune pénalité qui existait pour les pilotes. On en a assez aujourd'hui, je pense. Autre débat, les points enlevés sur le permis des pilotes à chaque fois qu'ils commettent une infraction. Vous le savez, ils en ont 12 sur leur permis. Quand ils en perdent, ils ne peuvent pas les retrouver avant 1 an. Et s'ils arrivent à 0, c'est la course de suspension. Et on sait, c'est le grand débat, Pierre Gasly n'en a plus qu'un. En vrai, je suis philosophiquement totalement d'accord avec ce système. Ça fait beaucoup de sens dans le fond. Si tu accumules trop les bêtises, que tu fais trop n'importe quoi, au bout d'un moment, il y aura une très lourde pénalité à l'arrivée. Ça, franchement, sur le fond, je suis d'accord. Le problème, et c'est là que je pense qu'on sera tous d'accord, c'est que ça enlève des points pour tout et n'importe quoi. Par exemple, pour les limites de piste. Et c'est pas normal qu'un pilote comme Gasly arrive à 0 alors qu'il n'a jamais vraiment rien commis de dangereux ou de particulièrement répréhensible. Donc le souci, c'est qu'on enlève des points pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Mais je pense qu'il y a une petite réorientation du sujet cette saison après les débats de l'an dernier. Parce que par exemple, à Bahreïn, Hülkenberg a dépassé les limites de piste. Il a pris pénalité, mais il n'a pas eu des points en moins sur son permis. Donc j'ai le sentiment que sur ce sujet-là, on va plutôt dans le bon sens. Quatrième point, je l'ai évoqué dans le déprix de l'Australie et ça commence à me poser de plus en plus soucis. Est-il normal qu'une même pénalité, 5 secondes par exemple, n'ait pas les mêmes conséquences sur la course d'un pilote à cause de la situation de course à l'instant T? Exemple, les 5 secondes de Sainz lui coûtent 8 positions parce que c'est sous safety car dans le dernier tour, alors que les 5 secondes d'Alonso à Jeddah, elles lui coûtent rien parce qu'il a pu le servir sous safety car.
Alors là, la direction de course, elle y est pour rien. Elle voit un fait, elle le sanctionne, et ce, indépendamment de la situation de course. Si le pilote est premier, s'il y a une safety car, ça c'est bien. Faut pas juger l'incident en fonction de ce qui se passe sur la piste. Aucun souci. Par contre, il y a un vrai côté aléatoire. Selon le moment où tu reçois la pénalité, eh bien, t'es plus ou moins pénalisé. C'est pas normal. Comme sur le premier débat vis-à-vis du code sportif, là, j'ai pas de réponse définitive et ça reste une question très ouverte. Mais c'est un sujet qui me dérange de plus en plus en ce moment. Les pénalités n'ont pas les mêmes conséquences alors qu'elles devraient l'avoir. Que peut-on faire? Je ne sais pas. Et enfin, dernier débat, mais celui-là il est un petit peu éternel et je pense qu'il nous pose le plus gros problème, c'est le mode de prise de décision, la certaine opacité qu'il y a autour de ça, le côté discret qui du coup ne se rend pas vraiment accessible aux fans et crée les polémiques, crée les injustices, en tout cas le sentiment d'injustice et parfois même les complots. En fait, c'est le fameux à la discrétion des stewards, on en revient toujours à ça, c'est que c'est ces 4 bonhommes dans une pièce qui décident de tout. Je pense qu'il y a un travail à faire pour rendre plus lisible, plus compréhensible leur job et leurs décisions, accompagner plus le spectateur vers la justification de la pénalité. Il y a aussi un travail à faire sur nous. Les stewards, on sait qui c'est, ce sont des pros, il y a un règlement, il y a un code sportif, ils publient une justification de leurs décisions. Ça peut être aussi à nous de faire un travail pour mieux les comprendre. Voilà, vaste sujet que les pénalités et que l'arbitrage sportif en Formule 1, mais c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour non seulement, première partie, vous l'avez vu, reposer certaines bases et apporter de la compréhension à tout le monde, et dans un deuxième débat, ouvrir les débats qui nous pénalisent un petit peu aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots. Et je veux bien vos avis, vos réponses dans les commentaires. Je vous encourage également à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, ça aide toujours énormément. Merci de votre soutien. On se quitte avec Enzo Ferrari qui pense que le code sportif devrait avoir une exception pour les virages 3 et 4 du circuit Gilles Villeneuve au Canada. À bientôt.